Imaginez une coupe qui brille comme du soleil liquide, posée devant un homme qui a gouverné son destin en comptant chaque pièce, chaque demousse, chaque esclave. La coupe scintille. Autour, on entend le froissement des tissus, le cliquetis des bijoux, la respiration lourde d'une armée qui a marché trop longtemps sous un ciel de plomb. On l'amène à ses lèvres. Que se passe-t-il dans la bouche d'un homme qui a fait de l'or sa loi? Que ressent Marcus Licinius Crassus, l'homme que Rome appelait, et parfois détesté appelé, l'homme le plus riche? Crassus n'est pas né au sommet. Il est entré dans l'histoire en construisant un empire intérieur, morceau par morceau, vente après vente, spéculation après spéculation. La tradition le présente comme un collectionneur de fortune, terrain racheté à bas prix, bâtiment acquis dans le sillage des incendies, prêt consenti selon des règles que la morale publique trouvait souvent douteuses. Selon des chroniqueurs anciens, dont Plutarque, il sut transformer la misère publique en capital privé, organiser des brigades de secours plus efficaces pour ceux qui pouvaient payer, user de la loi et de l'influence pour grossir son patrimoine. Ces actes ont fait sa légende, et parfois sa caricature, l'architecte d'une richesse faite de pierre, d'argile et d'opportunisme. Certains éléments de cette histoire relèvent d'un récit moral ancien. Sur d'autres points, l'historien moderne souligne les imprécisions. Mais l'image qui prévaut est nette. Crassus possédait plus que des biens. Il possédait une certitude, que la fortune pouvait tout acheter, y compris la gloire. La Rome qui l'a élevé et rongé était une république en mutation, où la richesse se doublait de pouvoir, où la réputation militaire valait plus que l'or, et où jamais l'équilibre entre ambition et institution n'avait été aussi fragile. La figure du triumvirat, César, Pompée, Crassus, fut l'incarnation de cette mutation. À côté de la grâce militaire de Pompée, à côté du génie politique de César, Crassus cherchait autre chose, la marque d'un soldat, la lauriérisation d'un homme de métal. Posséder des villas et des trésors ne suffisait plus, il fallait conquérir des terres, entendre le bruit des canons de la renommée. Il voulait la victoire qui transforme la richesse en légende. Pourquoi aller en Orient? Pourquoi chercher la gloire auprès des Parthes dans les plaines mystérieuses de Mésopotamie? Les raisons mêlaient l'orgueil personnel et la logique politique, égaler ses collègues, obtenir un triomphe public, ouvrir une autre voie d'enrichissement par le butin et l'exploitation des territoires conquis. Les Parthes étaient présentés comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Affronter un empire nomade, expert en cavalerie et en arc, offrait la chance d'une victoire spectaculaire. La date, 53 avant notre ère, souvent citée pour la bataille de Carrée, est un repère historique. Autour d'elle se nouent des décisions humaines, des calculs imprudents et des erreurs que la postérité aimera lire comme des symptômes de l'hubris. À l'aube de cette campagne, la figure de Crassus se détache au milieu d'un paysage usé par les ambitions. Ce n'était pas seulement un marchand de biens, c'était un homme de calcul qui pesait les risques sur la balance de son ambition. Il cherchait la reconnaissance par les armes, comme un forgeron qui voudrait tremper son acier dans la gloire. Sa fortune lui donnait les moyens. Il leva des troupes, engagea des officiers, conçut des projets de logistique. Mais la richesse ne compense pas toujours l'expérience des steppes. La discipline des légions, excellente dans les collines d'Italie, pouvait vaciller sur les plaines où la mobilité et l'arc monté dictaient la loi du champ de bataille. La marche vers l'est prit la forme d'un convoi long, serré, d'hommes et de bêtes sous le soleil. Les tentes se succédaient comme des pierres, les enseignes claquaient. Le métal, encore, était partout, glaives, boucliers, objets personnels. Mais là où l'acier romain brillait, le paysage affichait une autre réalité, l'absence d'eau, le vent qui soulève la poussière, les horizons plats qui donnent toute la supériorité aux cavaliers. Les sources antiques racontent ces journées en termes d'usure et d'ignorance. Crassus, dont l'expérience était plus politique et financière que militaire à grande échelle, suivit un chemin qu'il pensa maîtrisable. Il n'avait pas sous-estimé la bravoure des Parthes, mais peut-être leur méthode, leur mobilité. Quoi qu'il en soit, la marche s'annonça comme une mise à l'épreuve de l'orgueil. Plutarque, Appien et Cassius Dio, parmi d'autres, offrent des récits qui se recoupent et divergent. Ils décrivent des reconnaissances qui échouèrent, des avant-gardes piégées, une cavalerie romaine mal préparée aux Parthes, terme collectif pour un ensemble de forces parfaitement à l'aise sur de vastes plaines. Le général Parthe le plus souvent nommé dans ces sources est Suréna. Suréna, selon les récits, n'était pas seulement un commandant, mais l'incarnation tactique de ce monde monté. Archer à cheval, cuirassier lourd, les cataphractes, et une connaissance du terrain qui transformait chaque mouvement romain en cible. La rencontre fut inégale. Les archers ouïrent la signification des brises. Leurs flèches tombaient en pluie, leurs chevaux dessinaient de cercles et disparaissaient. Les légions romaines, robustes mais souvent lentes dans leurs manœuvres, endurèrent les piqûres sans réussir à infliger un choc décisif. Les erreurs de Crassus peuvent se lire à la fois comme erreurs de commandement et comme symptômes d'une logique plus profonde. Il a voulu la décision rapide, le choc qui convertit la fortune en renommée. Il a sous-estimé l'étendue de la mobilité ennemie. Il a peut-être surestimé ses propres forces ou succombé à des conseils biaisés.
Les historiens anciens rapportent qu'il commit l'erreur de disperser ses forces ou d'accepter des conditions de terrain qui favorisaient l'ennemi. Son fils, Publius Crassus, commandait une aile de la cavalerie romaine et se lança dans une charge qui fut brisée. La mort de Publius est l'un des épisodes les mieux attestés de la campagne. Il tomba sur le champ et sa perte fut à la fois personnelle et décisive pour le moral des troupes. Ces événements sont consignés dans des récits qui, pour certains, cherchent la morale autant que la précision. Néanmoins, le fil tragique se dessine. Un père, témoin de la chute du fils, perd peu à peu l'assurance qu'il avait mené si loin. La bataille de Carrhae est, dans les sources, un tableau de défaites lentes et inexorables. Les Romains furent harcelés, épuisés, privés de mouvements décisifs. Les pertes furent lourdes. Les chiffres précis varient selon les chroniqueurs, et les exagérations ne manquent pas, la pratique encore courante dans la littérature antique de donner au désastre un chiffre à la mesure du drame. L'essentiel, cependant, est clair. La campagne fut un effondrement stratégique. La retraite devint débâcle. La discipline se mua en confusion. Certains officiers furent tués, d'autres faits prisonniers. Le prestige de Crassus, bâti en briques et en pièces d'argent, vacilla. Après la déroute, la question de la capture se posa. Les récits divergent sur les négociations, les trahisons et le moment exact où la destinée de Crassus fut scellée. Certains historiens anciens racontent que Crassus, cherchant à sauver ce qui pouvait l'être, accepta des pourparlers. D'autres décrivent une reddition contrainte, un piège tendu par des mains habiles. Les versions diffèrent encore quant au rôle exact de Surena et des notables Parthes. Certains décrivent des entretiens mesurés, d'autres une ruse. Il est important de le dire clairement, l'état de nos sources impose la prudence. Là où la tradition s'exprime, on doit noter la nature des récits. Plutarque, qui écrit plusieurs décennies après les événements, délivre un tableau moralisé. Cassius Dio et Appien mettent à l'accent sur les conséquences politiques et militaires. Cette pluralité laisse aux chroniqueurs modernes la nécessité de distinguer le probable de l'ornement. Imaginons le moment, hypothétique, reconstitué pour comprendre les possibles sensations. Crassus encerclé, entouré d'hommes qui jadis obéissaient aveuglement à ses ordres financiers, maintenant des soldats ennemis et des auxiliaires qui voient en lui une proie plus symbolique qu'utilitaire. L'or qu'il a toujours possédé comme un attribut de pouvoir devient visible autour de lui sous d'autres formes, objet pris, richesse à piller, trophée de la victoire des cavaliers ennemis. L'empire intérieur qui faisait son assurance se fissure à l'extérieur. Plutarque rapporte que Crassus offrit de l'argent pour éviter la mort, pour acheter sa vie comme il achetait autre chose. Mais la dette n'était pas seulement pécuniaire, elle était morale et symbolique. L'idée que l'or pourrait lui sauver la vie est d'une ironie que l'Antiquité ne manquait pas de souligner. Pour saisir ce qui suit, il faut s'attarder sur la nature des Parthes et sur leur relation au prestige romain. Les Parthes, maîtres de la cavalerie, plaçaient la victoire dans la mobilité et dans la démonstration de supériorité technique. Capturer un général ennemi de haut rang pouvait valoir plus que l'élimination immédiate. Il servait de monnaie d'échange politique, de levier pour négocier avec d'autres puissances, et parfois, dans les récits étrangers, de spectacles ritualisés. C'est dans cette zone grise, entre pratiques coutumières, vengeance et mise en scène, que naissent les images les plus frappantes de la capture de Crassus. Les chroniqueurs anciens rapportent avec une netteté qui mêle horreur et gourmandise littéraire une version particulière de la fin de l'homme riche, l'idée que ses vainqueurs lui firent ingurgiter de leur fondu pour symboliser la punition de son avarice. Plutarque évoque une exécution qui ressemble davantage à une fable morale qu'à un fait militaire ordinaire. L'or, symbole de son péché, devient instrument de mort. Il faut répéter avec mesure que cette version porte la marque de la tradition narrative. Certains historiens modernes la classent comme apocryphe, plausible comme image symbolique, moins certaine comme exécution authentiquement pratiquée. D'autres sources rapportent des fins plus prosaïques, une mort au combat, un assassinat au cours d'une négociation, une mise à mort ordonnée suivant des codes politiques. Cassius Dio, Appien et d'autres proposent des variations. À ce stade, le récit devient plus l'espace d'une réflexion que celui d'un compte-rendu neutre. Pour comprendre ce que l'or fondu signifierait pour Crassus, il faut revenir au métal comme métaphore. L'or en lui-même n'est pas seulement une richesse, il est un poids, une chaleur, un reflet. C'est la lumière que l'on porte et le fardeau qu'on traîne. Boire de l'or fondu, dans l'iconographie morale, signifie absorber le prix de sa cupidité. La sensation que l'on imagine, chaleur intense, goût métallique, brûleur qui envahit la gorge, répond autant à une logique symbolique qu'à une construction sensorielle. Mais l'intensité de l'imaginaire ne doit pas faire oublier la précaution historique. Nous lisons ces images à travers le prisme des conteurs anciens, qui aiment mêler leçons et émotions. Si l'on tente de se glisser dans la subjectivité possible de Crassus à ce moment, il convient d'abandonner l'illusion d'accéder à ses pensées véritables. Nous ne possédons pas son confessionnel, mais nous pouvons dessiner des hypothèses plausibles, construites sur la logique de la situation. Un homme habitué à acheter les situations, maintenant rendu impuissant, pourrait ressentir d'abord la colère, contre l'ennemi, contre lui-même, contre la fortune capricieuse. Il pourrait ressentir la stupeur, la surprise d'une humiliation publique qui renverse un rapport de valeur. Il pourrait enfin connaître un petit espace d'acceptation résignée,
la conscience d'avoir dépassé les bornes, d'avoir misé son destin sur une mise trop audacieuse. Ou, inversement, il pourrait conserver un sang-froid, froid, digne, cherchant à marchander encore, à convertir ce qui reste en avantage. Toutes ces hypothèses sont légitimes, et la vérité intime demeure hors de portée. Les témoins visuels de l'époque, ceux qui rapportent l'issue, écrivent avec des intentions. Plutarque, en particulier, met en garde contre l'avidité. Son récit, autant qu'il inscrit les faits, construit une fable. Cassius Dio, plus préoccupé par l'impact politique, décrit les conséquences pour Rome. La mort de Crassus provoque un déséquilibre immédiat, une redistribution du pouvoir entre Pompée et César et l'ouverture d'un espace géopolitique dangereux. Appien, lui, insiste sur le chaos tactique et les erreurs de calcul. Ensemble, ces voix anciennes nous donnent un faisceau d'indices. La défaite matérielle a des répliques psychologiques et symboliques. L'image du riche réduit à l'impuissance parle à Rome autant qu'elle parle aux générations futures. Le soir qui suit la bataille est un moment crucial pour la symbolique. Les tentes romaines, quand il en reste, sentent la sueur, le sang et la peur. Les étendards, posés dans la poussière, reprennent la forme d'objets inertes. Crassus, s'il survit au combat immédiat, ne survit pas à la défaite de son projet. Capturé, il est conduit aux camps ennemis et sa captivité devient un procès par l'image. Un homme qui a fait de l'or son destin se trouve désormais au centre d'un récit qui interroge la valeur de l'or. Autour de lui, les conseillers partent pèsent le bénéfice d'une mise à mort spectaculaire contre celui d'une utilisation politique de son sort. Est-il plus profitable de l'exhiber pour réclamer rançon, de le sacrifier pour la vengeance, de le livrer à une mort qui symbolise la justice ? Les décisions se prennent dans l'ombre des tentes, sous le regard des chevaux, et les comptes se règlent en pièces et en prestige. Ce que ressent Crassus alors est à la fois personnel et public. Sa douleur éventuelle, physique ou morale, est narrativisée par ceux qui racontent son histoire. L'or qu'il a accumulé devient désormais un motif de punition raconté par les vainqueurs et par les vaincus. L'image du métal fondu dans la bouche sert à signifier une vérité plus large. L'ambition sans retenue finit par consumer. Mais est-ce une vérité historique ou une façon pour les historiens anciens de dire quelque chose au sujet de la morale ? Les deux. L'anecdote circule, se répand, se transforme en avertissement. Certains historiens modernes classent cette version comme une légende élaborée après coup, un récit utile pour une Rome qui voulait trouver un sens moral à son traumatisme. D'autres soutiennent que, même si la mise en scène précise manque de preuves matérielles, elle s'insère dans des pratiques rituelles et symboliques connues dans d'autres cultures, où l'humiliation publique prend des formes ostentatoires. Le constat demeure, la distance critique et la force de l'image doivent cohabiter dans notre lecture. Au milieu de ces débats, la vie politique romaine ne reste pas suspendue. L'absence de Crassus, son effondrement militaire et la tragédie de son fils provoquent des tremblements qui atteignent Rome comme un écho lointain d'un séisme. César, Pompée, les sénateurs, tous voient le paysage du pouvoir se redessiner. Pour le citoyen romain, pour le soldat survivant qui rentre et pour le chroniqueur qui écrit, la chute de Crassus offre plusieurs leçons. Le prix des ambitions personnelles, la fragilité des alliances et le fait que la richesse, aussi immense soit-elle, n'achète pas l'invulnérabilité. Mais la leçon la plus persistante, celle qui s'insinue dans la mémoire collective, est plus imagée encore. Un homme qui voulut boire l'or finit par être bu par la légende de l'or. La route vers cette mémoire est faite d'images et d'intervalles. Entre la bataille et la narration, entre la capture et la morale, se disposent des gestes qui ne sont pas tous consignés. Nos sources nous laissent avec des instants éclatés. Une charge avortée, un fils tombé, un général livré à l'ennemi. Elles ajoutent parfois une scène finale trop nette pour être prise au pied de la lettre. C'est dans cet espace d'interprétation que nous devons rester vigilants, reconnaître la puissance de l'image sans la confondre avec l'archive. La phrase de Plutarque se mémorise, elle fait le tour des générations. Mais la rigueur historique nous oblige à conserver le doute. Comprendre ce qu'a ressenti Crassus nécessite donc une triple opération. Écouter les voix anciennes, lire leur intention morale et reconstruire avec précaution les sensations plausibles. La chaleur sous le ciel de Mésopotamie, le sifflement des flèches, la stupeur de la perte, l'ironie d'un trésor qui ne sauve pas, tout cela compose un tableau dont la partie la plus spectaculaire reste peut-être racontée plutôt qu'aimée. L'or est à la fois matière et métaphore. Il sert de prisme à une histoire de pouvoir qui se termine en humiliation. Si cette histoire vous intrigue et que vous voulez comprendre les mécanismes par lesquels la richesse et le pouvoir s'entrelacent jusqu'à l'effondrement, pensez à vous abonner. Nous reviendrons sur les sources, sur les versions concurrentes et sur l'étrange place qu'occupe la légende de l'or fondu dans la mémoire antique. Mais avant d'aller plus loin, il faut repasser par le terrain même où tout bascula. Le matin suivant la défaite, lorsque la lumière frappe les bords des casques et que la poussière redescend, les survivants mesurent la dévastation. Certains officiers cherchent encore des réponses tactiques, d'autres comptent les morts. Crassus, rendu vulnérable, est l'objet d'un calcul stratégique chez ses vainqueurs. On lui attache peut-être les mains, on le conduit hors du champ de bataille. Il est possible qu'on l'ait exhibé devant des ennemis qui voulaient voir de leurs propres yeux l'homme qui avait bravé leur puissance.
La marche vers la capture se déroule comme une scène rituelle, un cortège d'hommes qui ont été maîtres, maintenant membres d'un convoi. Autour, la campagne semble indifférente. Le vent soulevé par les chevaux remue la poussière, comme pour effacer les traces. On racontera plus tard que, dans l'enceinte de la tente Parthe, des voix choisirent la mise à mort la plus mémorable. On dira que l'or, instrument de vie, fut retourné contre lui. Mais la décision, si elle fut prise, fut d'abord politique. Que faire d'un prisonnier qui est aussi un symbole? Le débat entre trop d'humanité, transférer Crassus contre rançon, et trop de démonstration, une exécution spectaculaire, reflète la confrontation entre utilité et fable. Les Parthes, maîtres d'une puissance équestre, comprenaient que la manière de traiter un ennemi célèbre transforme la victoire en message adressé aux autres. La question alors n'est plus seulement celle de l'homme, mais celle de l'image qu'on veut fixer dans les mémoires. Là où la source se fait plus précise, nous trouvons un récit. Des représentants partent, un accord de parole, une table. D'autres versions placent la trahison au cœur de la scène. Mais il est crucial de rappeler que ces détails sont, pour une part, le fruit d'une mémoire qui cherche à donner sens à une catastrophe. Ils servent de pivot à une morale que les auteurs antiques s'employaient à enseigner. L'image que l'on retiendra, plus forte pour beaucoup de faits, est celle de l'or versé dans la bouche, symbole sucré et violent d'une vie consacrée à l'accumulation. À ce moment-là, l'histoire se fracture entre réalité et récit. On sent la tension croître, l'espace se rétrécir autour de Crassus, le monde qu'il a bâti en chiffres et en transactions vacille, et la narration antique s'avance pour en faire un avertissement. Le métal, récurrent, pèse toujours plus lourd dans la langue des témoins. Que ressentait-il? Chaleur, honte, douleur, surprise? Nous avons posé la question au début. Nous avons rassemblé les éléments, la marche, la bataille, la capture, la logique symbolique. Ce que nous n'avons pas encore fait est déplier la scène finale, dérouler la description physique et mentale de cette ingestion prétendue d'or fondu, examiner ses variantes, peser les arguments pour et contre son historicité, et imaginer, avec prudence, la texture sensorielle de ce que la légende désigne comme la mort absolue de l'homme le plus riche. Avant d'entrer dans ce dernier cercle, il faut poser une précision. La version que l'on trouve dans Plutarque mérite d'être citée comme récit ancien et non comme fait assuré. D'autres témoins parlent de la décapitation, d'autres encore d'un assassinat durant des négociations. Ces divergences sont plus qu'anecdotiques. Elles nous disent quelque chose de la manière dont les sociétés construisent un sens après le choc. L'or fondu est peut-être une image, peut-être une pratique, peut-être les deux. La question de la vérité historique reste ouverte, et c'est précisément cette oscillation qui nourrit l'intérêt durable pour la figure de Crassus. La suite montrera comment ces versions s'affrontent, comment la mémoire romaine a voulu punir symboliquement l'avidité, et comment l'homme dont le nom se lie au trésor est devenu dans l'imaginaire collectif la figure d'un avertissement. Pour l'heure, la tension est palpable, la capture est faite, les décisions politiques se nouent, la scène des faiseurs d'images se prépare. Crassus se tient au centre, réduit mais encore vivant, et autour de lui, les voix calculent. La question que nous avons posée au début reste suspendue. Que sentit-il quand l'or fut amené à ses lèvres? L'histoire, pour le moment, retient son souffle. La question que nous avons posée au début reste suspendue. Que sentit-il quand l'or fut amené à ses lèvres? L'histoire, pour le moment, retient son souffle. Les voix anciennes ne manquent pas d'imagination. Plutarque, en particulier, livre une image d'une netteté dramatique. Un homme assis, vaincu non seulement par des armes, mais par la logique même de sa vie, se voit infliger une mort qui renvoie son vice à son visage. Selon Plutarque, on verse du métal fondu dans la bouche. L'or, ce qui fut sa force et son aveuglement, devient le vecteur de son effondrement. C'est un tableau moral autant que judiciaire. La matière qui a gouverné ses choix retourne à son origine pour régler son compte. Si l'on choisit d'écouter cette version littérale, il faut tenter, avec une prudence presque chirurgicale, d'en reconstruire la texture sensorielle, non pour en faire un reportage, mais pour permettre au spectateur de sentir pourquoi cette image a si puissamment frappé les esprits. Imaginez la lumière du métal chauffé, vivante comme du mercure, une lueur blanche presque aveuglante. Une chaleur qui n'est pas celle d'un soleil lointain, mais d'un feu concentré, qui mord. Une goutte d'or liquide qui coule, épaisse, sirupeuse, et pénètre la bouche. Le goût, si l'on peut parler de goût dans une telle violence, serait d'abord métallique, saturé de métal pur, puis de brûlure, puis d'un effondrement de la capacité à respirer, à avaler. La gorge se contracte, des œsophages se consument. La douleur explose, mais l'image narrative laisse entrevoir autre chose encore, la rapidité avec laquelle la gloire cède le pas à l'abjection, la transformation du précieux en instrument de déchéance. Sur le plan physiologique, plusieurs scientifiques et historiens modernes ont émis des réserves. Faire ingérer de l'or fondu pour tuer est une opération techniquement difficile et peu vraisemblable comme méthode d'exécution routinière. L'or fond à une température très élevée, supérieure à la plupart des pratiques domestiques de l'époque, et sa densité et sa viscosité compliquent sa manipulation.
De plus, verser une quantité suffisante pour entraîner une mort immédiate, sans tuer auparavant par d'autres blessures ou suffocation, est loin d'être simple. Voilà pourquoi beaucoup de spécialistes classent cette anecdote dans la rubrique des fables morales, une image que l'on forge après coup pour frapper les esprits. Dans ce registre, la sentence de mort ne vise pas tant la réalité que la leçon. Pourtant, la puissance de l'image n'en est pas seulement esthétique, elle fonctionne comme un mécanisme narratif puissant. Elle ramène l'abstraction de l'avidité à un geste sensuel, inoubliable. Le lecteur antique ou le spectateur moderne comprend immédiatement la symétrie. L'homme qui a tout voulu pour lui-même meurt englouti par ce qu'il a désiré. On lit l'anecdote comme une métaphore incarnée. Même ceux qui doutent de son historicité reconnaissent son utilité rhétorique. Elle matérialise une idée. À côté de ce tableau littéral se tient une version bien plus prosaïque, et aussi pour beaucoup plus plausible. Crassus meurt dans la confusion d'une négociation ou d'un assassinat ordonné. Plusieurs chroniqueurs mentionnent la décapitation ou la mise à mort durant des pourparlers. Appien et Cassius Dio, tout en racontant des éléments similaires sur la défaite et la capture, proposent des conclusions qui diffèrent de la fable de leur fondu. Ils insistent sur le caractère politique de la décision. Un grand général romain capturé est un levier diplomatique. On peut demander rançon, on peut exhiber, on peut éliminer silencieusement. L'exécution théâtrale, s'il y en eut une, sert davantage la mémoire romaine que la stratégie parthe. Analyser ces deux lignes de récit oblige à regarder la logique des vainqueurs. Les Parthes, et plus largement les élites locales qui traitaient avec Rome, avaient tout intérêt à maximiser le gain politique de les captures. Un général romain exposé pouvait devenir un atout pour négocier, un moyen de pression sur Rome ou une monnaie d'échange avec d'autres puissances. La décapitation, si elle était commise, aurait été une façon rapide de résoudre une situation embarrassante. La mise à mort spectaculaire aurait au contraire visé le message, la mise en scène. Les récits anciens, écrits du côté romain, conçoivent parfois la vengeance sous la forme d'un imaginaire de châtiment. C'est là que l'image de leur fondu s'enracine, peut-être plus dans le désir romain d'imaginer une humiliation parfaite que dans un compte-rendu factuel. Sur le plan stratégique et politique, la mort de Crassus, qu'elle ait été lente et symbolique ou brutale et rapide, eut les mêmes effets. Elle déséquilibra le triumvirat et redessina l'horizon politique romain. À Rome, la nouvelle tomba comme un caillou jeté dans un lac calme. Le consortium informel qui liait César, Pompée et Crassus se rompit virtuellement. L'un des trois piliers avait disparu. Pompée, connu pour ses succès militaires, et César, habile politicien, se trouvèrent en situation de recalibrer leurs ambitions. Pour certains chroniqueurs, la chute de Crassus accéléra la course vers l'affrontement interne qui, quelques années plus tard, embrasa la République. L'absence de son poids financier et politique fut ressentie comme un vide, une zone d'influence vacante que chacun tenta de compléter à sa manière. Mais au-delà des jeux d'équilibre, la postérité de Crassus s'est forgée dans la cristallisation d'une leçon morale. À Rome, on aime les exemples, actes et contractes, héros et avertissements. Crassus devint la figure qui permettait d'enseigner l'excès. Sa richesse fut transformée en mise en garde. On compte, dans les écoles de rhétorique et dans la mémoire collective, sermons et écrits, où l'histoire est invoquée comme preuve. Ainsi naît la légende. L'or, symbole d'abondance, se convertit en accusation. Qu'a donc ressenti Crassus, au-delà de la question mécanique de la douleur? Ici, il faut se hasarder à des hypothèses, conscientes de leurs limites. On peut imaginer plusieurs scénarios émotionnels, chacun plausible, aucun prouvable. Il existe la sensation immédiate de la douleur physique, brûlure, suffocation, spasme. Si l'or a défectivement touché sa gorge, la douleur l'aurait dominé, irrépressible, noyant toute pensée élaborée. Mais l'expérience humaine est rarement unidimensionnelle. La douleur extrême coexiste souvent avec un flot d'images mentales. La mémoire d'une maison, le visage d'un fils tombé, un contrat signé, un incendie rentabilisé. La conscience peut connaître des éclairs, regrets brefs, calculs désespérés pour convertir la situation, mémoire de transactions où chaque pièce avait un poids, littéral et symbolique. Imaginez un instant les comptes qui défilent dans l'esprit d'un usurier politique, les acquisitions, les prête-noms, les alliances payées, les palais. Ces images ne seraient que des pansements mentaux, insuffisantes face à l'immédiateté de la brûlure, mais elles témoigneraient du lien intime entre sa vie et son argent. Il y a aussi l'orgueil, qui peut prendre des formes contradictoires. Certains hommes, face à l'humiliation, refusent de céder leur dignité. Ils peuvent prononcer des mots, tenter encore une dernière manœuvre rhétorique, traiter, acheter. Crassus, qui passa sa vie à transformer situation en monnaie, aurait pu tenter une ultime négociation. Plutarque rapporte que Crassus tenta de marchander sa vie. Que ce soit exact ou non, l'image colle. L'homme qui achète tout cherche à acheter sa mort. Si la négociation échoua, elle devint un dernier mouvement logique, presque comique dans sa cohérence. Il avait acheté la loyauté, il voulut acheter la vie.
Il y a enfin la possibilité d'une résignation glaciale. Un homme qui sent que son destin est scellé peut connaître une lucidité détachée, un retrait vers l'observation du spectacle. Dans cette perspective, la scène finale serait moins un moment de cri que d'approximation stoïque. Il voit la main qui tient la coupe, il lit le sens du geste comme d'autres lisent une sentence. Il mesure, en silence, la fin du conte qu'il avait bâti. Cette version, sobre, fredonnée par l'ironie, correspondrait à une lecture plus littéraire qu'historique, la fin comme dernier trait d'un caractère. Quelle que soit la combinaison d'émotions qui parcourut Crassus, la vérité intime reste et restera inaccessible. Nous sommes contraints par la nature même des sources, récits écrits après coup, chargés de leçons et de rhétorique, archives morales autant qu'historiques. C'est peut-être là la dernière ironie. L'homme qui voulut tout transformer en capital se retrouve réduit à l'état de symbole, un texte que l'on cite pour faire peur aux âmes ambitieuses. Au niveau concret, les conséquences géopolitiques furent immédiates. Les Parthes consolidèrent leur prestige dans l'Est, Rome reconnut, douloureusement, la force de l'adversaire. Les routes diplomatiques s'ouvrirent et se refermèrent selon des intérêts fluctuants. Sur la scène intérieure romaine, la disparition de Crassus poussa vers une compétition plus directe entre Pompée et César. Le vide politique précipita les tensions déjà existantes, rivalité personnelle, querelle pour la distribution des honneurs, course aux armées. Il serait excessif de prétendre que la mort de Crassus seule causa la chute de la République. Cependant, elle fut un facteur décisif dans un paysage déjà saturé de fractures. Si l'on observe la mémoire, la silhouette de Crassus se transforme au fil des siècles. Les chroniqueurs médiévaux et modernes aiment à récupérer l'image de leur fondu comme allégorie. Dans les traités sur les vices, dans les sermons et dans les fables, l'anecdote réapparaît, sans cesse réélaborée. Elle sert autant à critiquer l'économie du pouvoir qu'à parler des limites de la fortune. Le motif est efficace parce qu'il relie une action individuelle à une conséquence visible. L'argent n'est plus seulement un instrument technique, il devient une force morale qui juge celui qui l'a servi. Mais l'histoire n'est pas seulement morale, elle est aussi humaine. Au cœur du récit, derrière la symbolique, il y a eu des familles brisées, des domestiques ruinés, des villages qui virent passer des légions et des armées de pillards. La mort de Crassus n'effaça pas les conséquences matérielles de la déroute, perte de biens, vie fauchée, territoire laissé dans l'incertitude. Les historiens qui examinent la campagne de Carrhae remarquent les ruptures économiques et sociales qui suivirent l'échec. Les communautés frontalières subirent des cycles de violence et de détérioration. L'histoire de Crassus est aussi l'histoire de ses victimes anonymes, réduites au silence par la force des récits grand public. Regardons encore la figure du métal qui revient sans cesse comme un fil. En forgeant cette narration, nous avons usé de termes empruntés à la métallurgie, tremper, forger, fondre. Ces images ne sont pas gratuites, elles disent la façon dont la politique romaine se vivait, durcir, marteler, tempérer des ambitions à la flamme des conquêtes. Crassus, ambitieux de transformer la richesse en renommée, fut un artisan d'un empire intérieur. Son destin illustre que les procédés de fabrication d'un pouvoir comportent des risques intrinsèques. Surchauffer le métal, c'est le fragiliser. Revenir au moment précis, la main qui porte la coupe, le métal qui brille, la bouche qui reçoit, n'a pas pour but d'édulcorer la violence ou d'en faire un spectacle. Au contraire, c'est pour mieux comprendre le processus par lequel les sociétés transforment l'événement en leçon. L'or fondu, réel ou imaginaire, est l'instrument d'une rhétorique du châtiment. Son efficacité narrative dépasse sa vraisemblance matérielle. En ce sens, la scène est une invention utile. Elle fonctionne parce qu'elle lie le vice à la punition de la manière la plus concrète possible. À l'issue de ces variations, il faut revenir à la prudence demandée par les sources. Les récits antiques sont pluriels. Certains contemporains de l'événement, ou presque contemporains, rapportent une extrémité plus labile. D'autres, écrivant plus tard, ajoutent la fable. Lorsque nous lisons Plutarque, Appien et Cassius Dio, nous lisons également leurs intentions. Plutarque écrit souvent pour tirer une morale, Appien et Dio pour cartographier des mouvements politiques. Aucun de ces auteurs n'est neutre. La conclusion la plus raisonnable consiste à admettre que la méthode exacte de la mort de Crassus est en grande partie indéfinie. La réalité matérielle s'est perdue dans les vagues d'un récit construit. Mais ce que l'on peut dire sans trop d'ambiguïté, c'est ceci. L'image est restée. Elle a pris place dans la mémoire collective comme un avertissement. Chez les Romains, et bien au-delà de Rome, la figure de l'homme avalé par son propre désir continue d'inspirer. Elle relie une histoire individuelle à une leçon sociale. Elle questionne la valeur que les sociétés accordent à la richesse et au pouvoir. Que retenir donc de cette digestion symbolique ? D'abord que l'eau est à la fois matière et miroir.
Il permettait à Crassus de voir le monde à travers une lentille de possession. Il devint dans les récits le miroir qui renvoie son image autrement. Ensuite, que l'histoire n'est pas un simple catalogue d'événements, elle est un travail de narration qui sélectionne, amplifie, édulcore. Enfin, que la conscience d'un personnage historique, lorsqu'elle est tentée par l'orgueil, offre aux générations suivantes un point d'appui pour réfléchir à leurs propres choix. Si vous imaginez à présent la goutte d'or, réelle ou symbolique, qui touche la bouche de Marcus Licinus Crassus, la réponse à la question du titre prend une forme double. Littéralement, si l'anecdote est vraie, il a peut-être senti la brûlure, le goût métallique, la suffocation. Symboliquement, il a ressenti la bascule d'une vie où la possession est devenue condamnation, honte, perte d'autorité, conscience d'avoir été vaincu non seulement sur un champ de bataille, mais dans le jugement public. Et peut-être, plus froidement, un étonnement presque ingénu. Comment un instrument qu'il employait pour dominer pouvait le réduire à l'état de leçon? L'histoire de Crassus est finalement une image de la fragilité humaine face aux ambitions sans frein. Son destin, qu'on le peigne en termes de fable ou qu'on le circonscrive en actes prosaïques, s'inscrit dans un récit plus vaste, celui d'une république à la fois conquérante et fragile, d'hommes qui transforment la fortune en puissance et qui, parfois, trouvent que la puissance ne résiste pas à la contingence. Avant de clore, rappelons les sources qui ont nourri ces images et ces doutes. Plutarque demeure la voix la plus suggestive sur l'anecdote de l'or fondu. Appien et Cassius Dio apportent des perspectives complémentaires sur la campagne et les conséquences politiques. Chaque auteur porte ses intentions et ses limites. Les historiens modernes, en confrontant ces textes, insistent sur les divergences et la nécessité de la prudence. Là où les récits s'accordent, on peut poser une relative certitude. Là où ils diffèrent, il convient de marquer le caractère incertain, indéfinido, des détails. En bout de piste, ce qui nous reste, c'est une image qui a traversé les siècles. Un homme riche, réduit à l'état d'exemple, et une coupe qui brille comme du soleil liquide. L'effet de cette scène dépasse sa possible réalité matérielle. Elle appartient à la manière dont les sociétés fabriquent des mythes pour dire ce qu'elles estiment moralement inacceptable. Crassus, dans la mémoire collective, n'est plus seulement un homme fait d'os, de chair et de contes. Il est devenu l'icône d'un excès transformé en modèle d'avertissement. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin, il existe des études qui analysent la campagne de Carré, la figure de Surénin et la réception de la mort de Crassus dans les siècles suivants. Examiner ces travaux permet de mesurer la distance entre le fait et la fiction, entre la politique et la morale. Mais gardons toujours en tête la même leçon, simple et dure. La richesse, quand elle devient fin en soi, peut retourner sa violence contre celui qui en fit l'alpha et l'oméga de son existence. Ce qu'a ressenti Crassus, en définitive, c'est à la fois une douleur physique supposée et une blessure symbolique certaine. La sensation d'avoir été vaincu par ce qui lui donnait sa puissance. Sa fin, qu'elle soit légendaire ou prosaïque, a permis à Rome de réfléchir sur ses propres excès. Et pour nous, qui regardons depuis des siècles, elle nous rappelle que la matière la plus brillante peut devenir l'instrument le plus tranchant. Si cette histoire vous a parlé, si vous souhaitez explorer d'autres figures où l'or et l'orgueil se croisent jusqu'à la chute, abonnez-vous et suivez nos prochaines vidéos. Nous plongerons dans d'autres récits où les ambitions humaines rencontrent les limites du monde et où les légendes se forment autour de gestes qui valent plus que les faits.